Donc, bonjour à tout le monde. C'est avec un grand plaisir que je vous fais cette présentation sur la pathologie orthopédique de l'enfant sportif. En effet, le sport représente la pratique du sport, c'est-à-dire surtout actuellement après la Coupe du Monde 2022, a pris une place très importante dans l'activité des enfants. On le remarque dans nos consultations, surtout avec les filles. Les filles aussi qui commencent à prendre pas mal, c'est-à-dire à faire pas mal de sport, surtout le sport dans le sens de la compétitivité donc, et de professionnalisme. D'accord ? C'est le loisir le plus fréquent chez l'enfant. D'accord ? Le sport permet le développement de la masse musculaire, de la masse osseuse, de la densité osseuse et du renforcement donc, de la résistance de l'os. Le sport permet aussi le développement de la capacité relationnelle et émotionnelle, des capacités physiques, des capacités, des forces, de la résistance et surtout de l'intégration dans la société, mais aussi le sport peut engendrer des risques et des problèmes, notamment des risques hormonaux et des risques sur la croissance, et des problèmes sur la croissance qu'on ne va pas traiter dans cette présentation, mais surtout des complications et des risques orthopédiques, et ce qui va faire l'objet de notre présentation. Bien sûr, avant de parler de surcharge sportive, il faut éliminer toute pathologie tumorale, infectieuse ou inflammatoire chronique. La survenue de contraintes répétées sur le squelette en croissance va conduire à une souffrance des zones les plus fragiles du squelette en croissance, c'est-à-dire les zones de croissance, et peut engendrer des infections qui sont liées à l'hypersollicitation par le système musculo-tendineux au niveau de l'os. Et on peut relativement voir deux types de lésions. Les lésions chroniques qui sont les plus fréquentes et les plus spécifiques à l'os en croissance, c'est-à-dire à l'enfant. Il y a aussi les lésions aiguës. On va faire un petit aperçu sur les lésions aiguës qu'on peut avoir, qui peuvent se voir surtout chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte. Les lésions chroniques, donc ce sont des lésions qui sont les lésions les plus fréquentes et qui sont dues à une perturbation de l'ossification enchondrale associant osteogénèse et chondrogénèse. Donc, ça réalise ce qu'on appelle des osteochondroses. Et en fonction de la localisation de ces osteochondroses, on va définir les osteochondroses apophysaires, donc qui touchent les apophyses. Et la plus typique, c'est la tubérosité tibiale antérieure. Les osteochondroses physaires, qui touchent le cartilage de croissance. Et les osteochondroses épiphysaires. Sur le plan clinique, le malade va se présenter parce qu'il a mal. Donc, le maître symptôme, c'est la douleur. C'est la douleur qui va ramener l'enfant à venir consulter. Cette douleur est parfois typique et bien localisée quand il s'agit d'osteochondrose apophysaire. Mais parfois, c'est des douleurs qui sont vagues, qui sont mal situées quand il s'agit d'osteochondrose physaire ou épiphysaire. Dans ce cas, le malade va venir parce que, par exemple, il a mal au niveau du genou. D'accord ? Parfois, le motif de consultation, c'est une fatigue ou une diminution des performances sportives. L'enfant va vous dire, ou les parents vont vous dire qu'il n'arrive plus à faire, par exemple, un match de foot complet. D'accord ? Dans ce cas, la première des choses, c'est aller voir les conditions dans lesquelles cet enfant fait son sport, notamment chercher le niveau sportif. Est-ce qu'il s'agit d'un niveau, c'est-à-dire pour le professionnel, avec un sport de haut niveau ou d'un sport pour le loisir, chercher l'équipement avec lequel ce sport est fait, chercher le type de chaussage, la technique sportive aussi, et l'examen clinique qui va essayer de reproduire la douleur. Donc, aller chercher ce qu'il y a une douleur qui est exquise sur un point particulier, chercher une rétraction myotendineuse qui est souvent trouvée dans les osteochondroses, surtout hypophysaires, chercher une hyperlaxité ligamentaire, chercher une hypertrophie d'une apophyse.
Sur le plan radiologique, il faut savoir que la radio est non obligatoire. Malheureusement, on le voit chaque fois qu'un malade vient pour un avis, on voit que les radios sont déjà faites. Ça ne sert à rien de faire ces radios, sauf quand il s'agit de douleurs d'un malade qui a un tableau qui est atypique, notamment des douleurs qui surviennent le soir, de type inflammatoire, ou quand il s'agit d'une symptomatologie qui est mal localisée ou de siège unilatéral. Donc, on va voir les osteochondroses apophysaires, épiphysaires et puis les osteochondroses physaires. Les osteochondroses apophysaires sont dues à des lésions c'est les lésions microtraumatiques les plus fréquentes. Donc, ils sont dues à un muscle solide, puissant, qui tire sur une région qui est fragile parce qu'il y a une poussée de croissance dans cette région. Et ça entraîne des micro-fissures, des micro-fractures au niveau de cette région. Ils sont dus à une perturbation de l'ossification enchondrale. Ils sont plus fréquents aux membres inférieurs parce que les membres inférieurs, c'est les membres qui sont plus utilisés dans l'activité sportive, et aussi parce qu'au niveau du membre inférieur, les muscles les plus solides au niveau du corps et les plus puissants au niveau du corps sont au niveau du membre inférieur. Ces osteochondroses sont favorisées par la poussée de croissance pubertaire, par la pratique du sport sur un sol dur et parfois, malheureusement, par le type de chaussage et de chaussures qui sont utilisées, surtout quand un enfant utilise des crampons qui sont mal adaptés. La plus connue et la plus typique des osteochondroses apophysaires, c'est la maladie de Schgutz-Latter, qu'on voit fréquemment, très très fréquemment, et presque tous les enfants, et actuellement même les filles, commencent à faire cette maladie. C'est une maladie qui est due à la traction de tendons rotuliens sur la tubérosité tibiale antérieure. Cette traction va entraîner des fissures, des fractures, des micro-fractures au niveau de cette tubérosité tibiale antérieure. C'est une pathologie qui touche le garçon à l'adolescence et surtout les garçons qui font le sport, qui sollicitent les membres inférieurs, c'est le genou, notamment le foot, le rugby, l'athlétisme. D'accord ? Les lésions peuvent être unies ou bilatérales, et quand ils sont bilatérales, en général, le membre dominant est plus symptomatique que le membre contralatéral. Cliniquement, c'est une douleur au niveau de la tubérosité tibiale antérieure qu'on peut reconstituer en appuyant sur la TTA, on déclenche la douleur et l'examen permet de trouver une tuméfaction. Cette tuméfaction est due au phénomène inflammatoire et aussi, surtout aussi à la cicatrisation, à la consolidation des microfractures qui vont se faire au niveau de cette TTA. La deuxième osteochondrose, c'est la maladie de Sévère. C'est presque la même chose, mais c'est au niveau du talon. Dans ce cas, c'est la traction répétée de tendon d'Achille au niveau du noyau d'ossification de calcanéum. Il touche l'enfant un peu moins âgé, 8-12 ans. La douleur elle est bilatérale et souvent asymétrique. L'examen permet de trouver souvent un triceps court, donc une rétraction de tendon d'Achille avec un triceps qui est court, et la radio qui est non obligatoire, et quand il est fait, elle va montrer un aspect condensé et fragmenté du cartilage de croissance de noyau du calcanéum. La troisième osteochondrose, c'est la maladie de Sidin-Larsen. Dans ce cas, c'est au niveau de la pointe de la rotule. C'est le tendon rotulien qui tire sur la pointe de la rotule et qui va, c'est-à-dire entraîner des micro-fissures. Et parfois, comme on le voit, il y a une calcification qui se fait au niveau de la pointe de la rotule. Cliniquement, c'est la même chose. C'est des douleurs localisées au niveau de la pointe de la rotule. Et la radio, qui n'est pas obligatoire, peut montrer cette calcification. Autres osteochondroses, ils sont très très fréquents au niveau du corps. Au niveau du pied, on a la maladie de Freiberg qui touche le deuxième et troisième tête de métatarsiens, surtout chez les filles qui font de la danse. D'accord ? La maladie d'Aysen, c'est au niveau de la base du cinquième métatarsien, c'est le tendon de l'empéronie latéral qui tire sur la base du cinquième métatarsien. Elle est très très fréquente, la maladie d'Eislein. D'autres comme le Renander qui touche les sésamoïdes de pied. Sur le plan thérapeutique, ces osteochondroses ont l'avantage de guérir, donc la grande majorité des cas sans laisser de séquelles. Le grand problème, c'est que le dérangement qu'ils vont entraîner.
D'accord? Et c'est des osteochondroses qui durent pendant une longue période, ça peut aller jusqu'à 3-4 ans, c'est-à-dire 3-4 ans de gêne pour un enfant qui est en train, par exemple, de développer, c'est-à-dire une activité sportive de haut niveau. Donc parfois, on est obligé de l'arrêter pendant cette période de 3 à 4 ans. Le traitement consiste à, bien sûr, faire du repos sportif, qui n'est pas du tout facile, pas du tout. Donc parfois, malheureusement, quand on ne peut pas le faire contre l'enfant, surtout pour les enfants qui sont très turbulents, on est obligé d'aller les plâtrer pour les bloquer. D'accord? Sinon, il faut faire du conseil sportif et orienter l'enfant durant cette période vers un autre sport qui ne sollicite pas ces régions, notamment la natation. La chirurgie peut trouver sa place, surtout quand on a une calcification d'un tendon qui devient, en soi, il devient douloureuse, c'est source de douleur, donc, comme c'est le cas. Une calcification de tendon rotulien, donc il faut aller retirer cette calcification pour, c'est-à-dire traiter surtout la symptomatologie douloureuse. Les osteochondroses épiphysaires, il y en a deux types. Il y a les osteochondrites disséquantes et les osteochondrites primitives. Pour les osteochondrites disséquantes, c'est une maladie qui est due à une nécrose osseuse sous-chondrale plus ou moins étendue. Cette ostéochondrose va entraîner une rupture, c'est-à-dire un fragment osseux qui va se nécroser, il va évoluer vers la libération et il va se libérer au niveau de l'articulation. Son origine mécanique est confirmée et aussi il y a une origine vasculaire parce qu'il y a de la nécrose osseuse. Le risque, c'est une maladie qui peut malheureusement évoluer vers l'arthrose de l'articulation et les localisations sont multiples, mais la plus fréquente et la plus typique, c'est l'ostéochondrite disséquante du genou, qui est due à une nécrose osseuse secondrale plus ou moins étendue, située en général au niveau de la face axiale, de la face interne du condyle fémoral interne. D'accord? Dans un condyle, il y a une face externe et une face interne. Il est situé au niveau de la face interne et c'est la face portante au niveau du condyle fémoral. D'accord? C'est une pathologie qui touche surtout le garçon, donc turbulent. Là, malheureusement, dans ce cas-là, la douleur elle est mal définie au tableau clinique. L'enfant va venir et va vous dire « j'ai mal au niveau du genou ». D'accord? C'est-à-dire, à part la douleur et parfois un petit penchement ou un blocage ou un pseudo-blocage de l'articulation, la symptomatologie, elle est pauvre. Ce blocage, il peut être dû à un fragment qui est libéré au niveau de l'articulation du genou. Là, cette maladie c'est-à-dire évolue en plusieurs étapes. Et la radio permet donc de faire la classification qui s'appelle la classification de Budwell. Mais pour vous, ça peut aller de l'image claire sur une radio standard, une petite image lacunaire au niveau de la radio standard, jusqu'à un fragment osseux qui est complètement libre au niveau de l'articulation du genou. Là, on voyait un petit fragment au niveau de l'articulation du genou, là aussi, et là, c'est un fragment qui est en train de se libérer. Vous voyez la nécrose, comment elle est sur l'IRM. Sur le plan thérapeutique, bien sûr, il faut faire un arrêt total de l'activité sportive. Il faut essayer de diminuer, sinon d'arrêter, de faire une suppression de l'appui sur la zone atteinte, soit par une immobilisation plâtrée, soit quand on a un enfant qui est gentil, c'est-à-dire on propose une marche avec béquille le temps que la cicatrisation de ce fragment se fait. Bien sûr, toujours faire un conseil sportif, c'est notre rôle, c'est conseiller d'aller vers une activité sportive qui ne sollicite pas le genou qui est touché. La chirurgie, surtout actuellement avec le développement de la chirurgie arthroscopique, peut trouver sa place, notamment pour faire une fixation d'un fragment qui est en train de se libérer, faire l'ablation d'un séquestre qui est complètement libre de l'articulation, mais aussi actuellement pour tenter une revascularisation de ce fragment qui est nécrosé. La revascularisation peut se faire soit par une perforation transchondrale, soit par la greffe de cartilagineuse, soit de chondrocytes, mais aussi par ce qu'on appelle une mosaïcoplastie. La mosaïcoplastie consiste à aller enlever des carottes osseuses cartilagineuses au niveau d'une zone non appuyée, et après aller les greffer comme une mosaïque au niveau de la zone nécrosée, comme c'est le cas
donc ce qu'on appelle une mosaïcoplastie. Après, ces greffes vont tenir et vont combler le defect, surtout qu'il s'agit d'une zone d'appui. Là, c'est une zone de non-appui, et là, c'est une zone d'appui, donc il faut renforcer la zone d'appui, sinon le risque, c'est l'évolution vers l'arthrose. L'ablation d'un corps libre, d'un fragment libre intra-articulaire, dans ce cas, il faut aller l'enlever, soit par chirurgie classique, soit par arthroscopie. En général, le pronostic de l'ostéochondrite dissecante de genou dépend de l'âge et de l'étendue de la nécrose. Si le fragment est petit, si l'âge est bas, en général, le pronostic il est très bon, à condition que la prise en charge soit faite correctement et faite surtout à temps. Malheureusement, ce n'est pas le cas chez nous. En général, on reçoit des malades vus, en général en retard. Mais il faut savoir qu'après fermeture de cartilage de croissance, le risque d'arthrose, de destruction de l'articulation du genou représente 4 à 28%, c'est-à-dire 4 à 28% de risque de destruction et d'arthrose de l'articulation du genou. La deuxième ostéochondrite dissecante, c'est l'ostéochondrite dissecante de la rotule qui touche l'enfant et l'adulte jeune. Dans ce cas, c'est une gonalgie. La radio qui va montrer l'image lithique comme ça, et sur l'IRM, c'est l'IRM qui confirme le diagnostic, vous voyez. L'évolution, quand on est en bas âge, l'évolution en général est favorable. Sinon, chez le grand et l'adulte, il peut évoluer aussi vers l'arthrose. L'ostéochondrite dissecante de talus, il se localise au niveau du dôme de talus, le talus ou l'astragale pour l'ancienne appellation anatomique. Grand enfant, disons, en général, les sports qui sollicitent la cheville, volley, handball, d'accord? Et dans ce cas, c'est des douleurs mécaniques au niveau de l'articulation de la cheville. La radio et l'IRM confirment le diagnostic en montrant la lésion qui peut aller, c'est-à-dire, ça peut évoluer en plusieurs étapes, de la nécrose jusqu'à la libération d'un fragment à l'intérieur de l'articulation. Dans ce cas, bien sûr, toujours arrêter l'activité sportive que l'enfant fait, éventuellement l'orienter vers une autre activité sportive qui ne sollicite pas la cheville. L'immobilisation plâtrée peut trouver sa place quand on a un enfant turbulent qui ne répond pas aux moyens thérapeutiques prescrits. La chirurgie peut trouver sa place aussi, surtout chez l'adolescent. La forme la plus méchante des ostéochondrites dissécantes, c'est surtout celle du coude. Malheureusement, quand on l'a, en général, c'est un coude qui est perdu jusqu'à preuve de contraire. C'est une pathologie qui soit surtout chez les enfants et surtout les filles qui font de tennis, de la lancée et surtout de la gymnastique. Il touche le compartiment externe du coude. Pourquoi? Parce qu'en général, physiologiquement, on a un valgus physiologique de 10 degrés environ, et ce valgus va c'est-à-dire favoriser l'appui sur le compartiment externe. Vous voyez là l'image au niveau du compartiment externe du coude. Dans ce cas, c'est des douleurs, c'est des épanchements, c'est des blocages de coude, c'est de la raideur et le blocage de coude, et l'IRM, la radio et l'IRM qui confirment en montrant l'image avec une étude plus fine. L'évolution de cette ostéochondrite du coude, en général, elle est méchante. En effet, seuls 17% des coudes sont asymptomatiques à 5 ans chez ces malades qui font cette ostéochondrite. Et une étude qui a été faite avec un délai très important, 23 ans, a montré que 50% des malades ont une limitation de la mobilité et des douleurs au niveau du coude, et plus de 50% ont des signes radiologiques dégénératifs. Et donc, lorsqu'une arthrose ou une ostéochondrite dissecante du coude est diagnostiquée chez un jeune enfant, l'arrêt complet de toute activité sportive de haut niveau doit être prescrite compte tenu de la fréquence des séquelles à long terme. Donc, quand on a une lésion comme ça, c'est un enfant qui doit changer complètement d'activité sportive. Les ostéochondrites primitives, dans ce cas, c'est une nécrose totale d'un noyau d'ossification primaire, totale dans sa totalité. C'est une maladie qui touche l'enfant jeune en général, comme la maladie de Legg-Calvé-Perthes, c'est entre 3 et 9 ans. Et malheureusement, c'est toujours les garçons et pas les filles, parce qu'ils sont très turbulents.
La plus connue, c'est la maladie de colère-mouchée. C'est une nécrose. Bien sûr. C'est une nécrose de scaphoïde, de l'os naviculaire actuellement. Donc, on l'appelle aussi la scaphoïdite tarsienne. C'est l'os scaphoïde qui se nécrose complètement, mais heureusement, il se reconstitue sans aucun problème. Le malade il va se présenter pour des douleurs, œdème et boiterie, mais l'avantage de cette maladie, c'est qu'il évolue favorablement et il y a une reconstitution, comme la LCP, une reconstitution totale de l'os au bout de 2-3 ans. La maladie de Freiberg, qui est aussi une nécrose de la tête de M2, c'est surtout pour les filles qui font de la danse, la danse classique. Il se voit chez les adolescents et l'adulte jeune de leur arthrose, mais malheureusement, c'est une maladie qui évolue fréquemment vers l'arthrose et douleur à la marche. Troisièmement, on va donc voir les osteochondroses fisaires. Dans ce cas, c'est des osteochondroses qui vont toucher le cartilage de croissance. Ils touchent le cartilage de croissance du radius distal chez le gymnaste et les joueurs de tennis. Donc, c'est dans les sports qui utilisent le membre supérieur. Et réalisent un défaut de minéralisation de la zone d'ossification aboutissant premièrement à des inclusions cartilagineuses au niveau métaphysique, c'est-à-dire que le cartilage, au lieu de rester au niveau de la région cartilagineuse, il passe au niveau de la métaphyse et il sera poussé par la croissance vers la diaphyse. Un élargissement de la physe, donc du cartilage de croissance, et parfois, malheureusement, si le malade est mal géré ou n'a pas été diagnostiqué, il peut évoluer vers du trouble de la croissance, de la croissance secondaire. L'avantage, c'est que si ces lésions sont diagnostiquées à temps, avec un arrêt de l'activité ou d'un facteur traumatique, en général, on a une guérison totale et une disparition totale. Là, on voit une image d'élargissement du cartilage de croissance. On a coché un enfant qui fait du tennis. Et on va faire un petit aperçu sur les pathologies aiguës. Quand je dis pathologie aiguë, ça veut dire il y a la pathologie de tous les jours, un enfant qui fait du foot et fait une fracture de fémur, donc les fractures de tous les jours, on ne va pas les voir bien sûr, mais il y a des pathologies qui sont spécifiques au sport. Il y a ceux qui sont spécifiques au sport de haut niveau, comme les fractures de fatigue qu'on voit chez l'enfant, mais on les voit aussi chez l'adulte, chez les sportifs de haut niveau. Et il y a les arrachements apophysaires qui sont spécifiques à l'enfant et qu'on ne voit pas chez l'adulte. Les fractures de fatigue, ils sont la conséquence d'une surcharge mécanique sur l'os. On les voit chez les footballeurs de haut niveau, mais aussi chez l'enfant. En général, c'est des fractures qui siègent au niveau de la jonction métaphysio-diaphysaire du tibia proximal, mais aussi sur les métas, au niveau du pied, rarement au niveau du péroné. Le problème de ces fractures, c'est que souvent, leur diagnostic ne se fait pas à la phase aiguë, comme les fissures, comme les fractures en cheveux chez l'enfant. Quand on fait une radio, on ne voit rien. Et le diagnostic, normalement, il est fait quelques jours, quelques semaines après, une fois la déminéralisation commence à s'installer et le trait commence à apparaître. Les arrachements apophysaires, c'est des arrachements qui surviennent sur un squelette en fin de croissance. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, en fin de croissance, le muscle est plus solide et plus puissant que l'os. Et les traumatismes qui entraînent un arrachement, une section tendineuse, une rupture tendineuse chez un adulte, entraînent chez un enfant un arrachement osseux, parce que le muscle est plus puissant que l'os, et aussi il y a une rétraction musculaire, parce qu'avec la poussée de croissance à l'adolescence, l'os il s'allonge plus, j'ai presque fini, il s'allonge plus que le muscle, et donc on a une rétraction musculaire. Le mécanisme correspond à un asynchronisme entre la contraction d'un muscle et la décontraction de le muscle antagoniste. Donc, un se contracte et l'autre il ne se relâche pas, et ça entraîne l'arrachement. On va voir quelques exemples. Par exemple, chez ce malade, il y a un arrachement de l'épinélien antéro-supérieur par le couturier, le sartorius. Un arrachement de l'épinélien antéro-inférieur par le droit antérieur, vous le voyez ici. Un arrachement des ischio-jambiers par les muscles ischio-jambiers, vous voyez les fragments qui sont là. Un arrachement
de petites rencontres par les muscles psoas, l'arrachement ou l'avulsion de la rotule par le tendon rotulien et par le quadriceps. Donc le quadriceps qui tire et ça s'arrache soit au niveau de la pointe, soit au niveau de la partie basse, donc avec le tendon rotulien. L'arrachement ou la fracture des épines tibiales qui est l'équivalent chez l'adulte d'une rupture des ligaments croisés. C'est la même chose que la rupture des ligaments croisés chez l'adulte. Au lieu d'avoir une rupture des ligaments croisés, on a, c'est-à-dire un arrachement des épines tibiales qui sont plus fragiles que le tendon. L'arrachement de la TTA, très fréquente. Donc, comme on a dit, c'est l'équivalent d'une rupture tendineuse ou musculaire de l'adulte. Et souvent dans les sports de haut niveau qui sollicitent, c'est-à-dire des muscles très puissants, notamment le foot, l'athlétisme, le rugby. Dans ce cas, c'est un tableau de fracture. Donc le malade, c'est des douleurs brutales. Le malade, en général, il vient aux urgences. Il vient en urgence. Le diagnostic positif se fait sur la radio. Le traitement consiste c'est-à-dire à prescrire un repos strict. Quand je dis strict, c'est une hospitalisation en général. C'est des malades qu'on hospitalise pendant une semaine, 10 jours à l'hôpital, avec un traitement antalgique. Et une fois, c'est-à-dire on les fait sortir avec une décharge totale. On marche avec BT ou là parfois un plâtre anti-marche. Et la reprise se fait vers 3-4 mois sans aucun problème. Parfois, malheureusement, on est obligé d'aller opérer quand il y a un déplacement qui est très important, comme c'est le cas de la fracture de la TTA. On était obligé d'aller fixer par une vis et renforcer par un fil d'acier pour, c'est-à-dire éviter la rupture de tendon et la récidive. Donc, en conclusion, la pratique du sport est très bien et bénéfique pour l'enfant. Ces activités sportives peuvent occasionner des affections qui sont en général bénignes et qui ne posent pas de problème. Le rôle de médecin dans ce cas-là est de rassurer et surtout de conseiller la famille et l'enfant. Merci. Merci professeur Akri pour votre présentation très claire et intéressante. Surtout qu'on a remarqué qu'il y a une augmentation du nombre d'enfants qui consultent, vu que les parents insistent pour inscrire leurs enfants dans une activité sportive, parce qu'ils les obligent. Donc on a vu une augmentation de consultation pour de douleurs osseuses. Juste, il a tenté une ou deux petites questions. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Moi, j'ai une question pour un médecin aux urgences qui reçoit un enfant qui a une douleur, une poitrine. Et vous avez dit au départ que dans certaines situations, il n'y a pas besoin de faire une radio standard. Alors, est-ce qu'il y a un tableau clinique que vous pouvez dire aux jeunes devant lequel il n'y a pas d'indication de faire une radio? C'est facile. Je pense que quand on a un tableau typique en général, le tableau de l'osteochondrose apophysaire, c'est le tableau où le tableau est très bien typique. D'accord. Premièrement, c'est un tableau qui est là depuis longtemps. D'accord. Donc, avec l'interrogatoire, on peut reconstituer l'histoire. Le malade, il va vous dire, chaque fois que je fais un match de foot, j'ai mal. Quand je fais une activité sportive, la fin de journée, j'ai mal, j'arrive pas à dormir la nuit. Dans ce cas, et quand on examine notre enfant, on va trouver la tuméfaction au niveau, par exemple, de la TTA, et on va trouver une douleur à l'appui sur la tuberosité tibiale antérieure. Là, c'est un tableau typique, il n'y a rien à faire, la radio ne va rien vous donner, il ne change rien du point de vue protocole thérapeutique. D'accord. Bien sûr, quand on a un tableau atypique, quand on a des douleurs que le malade n'arrive pas à constituer, bien sûr, il faut demander une radio. Et vous avez vu que les ostéochondries disséquantes qui sont malheureusement des pathologies qui sont méchantes, même la radio standard ne montre pas grand-chose. Et souvent, si vous voyez un peu dans notre contexte marocain, ces ostéochondries disséquantes ne sont pas trop diagnostiquées. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Ils sont là, mais ils ne sont pas diagnostiqués. Parce que la radio, il faut premièrement faire la radio, il faut surtout avoir un œil pour diagnostiquer ce type de pathologie et aller facilement à l'IRM, chose qui ne se fait pas chez nous. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais ils sont sous-diagnostiqués. Oui. En fait, il y a deux parties dans la présentation, enfin deux messages. Là, on parle des grands sportifs, en fait, des sportifs de haut niveau. Est-ce que, en fait,
le message qu'on souhaiterait passer ou la comprendre. Il y a les accidents aigus de sportifs, enfin les enfants qui font du sport, ils vont à un accident, etc. Donc ce que tu as expliqué. Et puis la deuxième partie, pour ceux, les jeunes, enfin les parents qui veulent mettre leurs enfants dans un sport un peu de haut niveau. En fait, il faut qu'il y ait une consultation, il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait... Et c'est qui, chez qui on doit faire. En dehors de lorsque l'accident arrive, bien sûr, donc on consulte le spécialiste, donc le traumato, mais au préalable, le jeune qui va être mis dans un sport de haut niveau, foot, natation, etc. Est-ce qu'il y a des préalables? Est-ce qu'il y a une consultation avant pour conseiller? Est-ce qu'il est valable? Est-ce qu'il faut qu'il fasse ce sport ou pas? Et s'il doit le faire, le bilan qu'il faut faire avant? C'est une question que j'avais posée l'année dernière à Christophe Boudou, qui est le médecin de l'équipe nationale. Et il ne m'a pas donné de réponse. D'accord? Donc, mais en général, vous voyez qu'en début d'année, on a énormément de certificats à remplir pour les autorisations du sport. L'idéal, c'est faire une consultation correcte, avec un examen correct. Bien sûr, l'orientation ne peut pas orienter un enfant. Mais toi, comme papa, tu ne peux pas orienter ton enfant pour lui dire tu fais tel sport, tel sport. Ok, il choisit. Il choisit le foot, il choisit la natation. Malheureusement, j'en parle aussi à titre perso, parce que moi, mes enfants, j'avais l'aîné, il allait s'engager dans une activité de sport de haut niveau. Et il était, à l'âge de 13-14 ans, il a fait un stage en Italie de foot. Et il a été repéré par un club. Un club. Ah. Et donc, l'une des choses, il fallait qu'il fasse la consultation obligatoire avant le club, avant qu'il signe avec le club, la consultation. Donc à Messine, ils ont à l'hôpital, au CHU, ils ont un centre d'aptitude sportive de haut niveau, où c'est le patient qui est... le patient, non, c'est le sportif. Il a fait la consultation et ils ont trouvé... Ils ont détecté un petit souffle entre eux. Un petit souffle. C'était stop. Donc, il fallait qu'il passe à un autre niveau d'exploration pour qu'éventuellement, il puisse s'engager dans l'activité sportive. Et en fait, c'est ça qui était très, très intéressant. Et donc, le centre de consultation, il est universitaire. C'est lui qui valide pour toutes les jeunes qui veulent éventuellement aller dans une activité sportive de haut niveau. Pour information, dans la dernière réunion de la réforme des spécialités, le ministre de l'Enseignement supérieur, donc il nous a dit que la médecine de sport, maintenant, elle est reconnue comme spécialité sous la demande de Silkja, parce qu'il y a une demande. Donc c'est une spécialité qui va... C'est un projet qui est en train de se structurer à l'Institut Mohamed VI. Mais en répondant à ta question, normalement les clubs, quand ils repèrent un élément comme ça, au moins ils vont faire les choses. Et parmi les choses qu'ils font, pour vous dire, le club. Là, quand ils repèrent un élément, mais c'est une pathologie. Je dois intervenir pour arrêter parce qu'on est en retard. On peut discuter pour te dire, dernièrement, il y avait une fille qui a été recrutée, elle est l'équipe nationale. Ils ont fait l'enquête sur les parents, la taille des parents, pour aller la prendre. Est-ce qu'elle a non. Est-ce qu'elle a une grande taille? Est-ce qu'il va y avoir une grande taille ou non? S'il vous plaît, ils font l'enquête pour voir et avoir une idée sur la taille que la fille va faire par la suite. Merci beaucoup.